Ben Yahya, bonjour. Chers amis de la radio Cocorico, bonsoir. C'est votre ami Ben Yahya qui vous revient dans sa chronique hebdomadaire. La chronique de cette semaine portera sur l'arrêté rendu le 23 mars 2015 dans l'affaire Karim Wade pour vous expliquer la gouvernance, la bonne gouvernance et surtout la gouvernance financière. Dans cet arrêt, les juges de la Cour de répression de l'enrichissement illicite ont eu à statuer sur la recevabilité des exceptions soulevées, sur le bien fondé des exceptions soulevées par la partie adverse, sur la violation des droits de la défense, sur la question préjudicielle relative aux biens immobiliers, sur la violation de l'article 101 du Code de procédure pénale, sur la violation de l'article 105 de ce même Code de procédure pénale, sur la violation de l'article 178 du Code de procédure pénale. Et il a été stipulé, considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêt de renvoi, notamment des pages cotées D 1540-1 et D 1540-2, que la commission d'instruction a prévenu, auquel elle a indiqué clairement les qualifications légales des faits qui leur sont reprochés, ainsi qu'il suit. Attendu, il résulte ainsi de l'information chargée suffisante contre Karim Meïssa Wade de s'être à Dakar de 2000 à 2012, en tout cas avant prescription de l'action publique, étant titulaire d'une fonction gouvernementale et de tout autre mandat public, notamment conseiller du président de la République, président du conseil de surveillance de l'Agence nationale d'organisation de la conférence islamique et ministre de la République, enrichi d'un patrimoine estimé provisoirement à la somme de 117 milliards 38 millions 993 175 francs CFA, sous réserve des biens et sociétés qui n'ont pas encore été évalués et qui sont en cours de l'être, et d'avoir été dans l'impossibilité d'en justifier l'origine licite, d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, étant citoyen, chargé d'un ministère de services publics, dirigeant ou agent de toute nature d'un établissement public, sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à salaire. Il y a également Ibrahim Abou Khalil, dit Bibo Birchir, considéré comme un complice de Karim Meïssa Wade. Il y a également Mamadou Pouy, Karim Abou Khalil, Pierre Goudjo Agboba, Alioune Samba Diaté, Mbaye Ndiaye, Mamadou Aïdara Didir, Edwin Riou Delattre, Mbalo Thiam. Il a été également stipulé sur la nullité tirée de la désignation des experts et des administrateurs provisoires. Dans ce que c'est par conséquent à bon droit que la commission d'instruction, en se fondant sur les dispositions des articles 72 et 87
10 du Code de procédure pénale a mis aux administrations provisoires les sociétés AHS, ABS, AN Media, Hearthstone et Blackbird Finance. Sur la deuxième mise en demeure et le réquisitoire du 14 octobre 2013, qui inclut le choix d'un nouveau réquisitoire pour faire instruire sur les faits nouveaux, ne violant aucune disposition pénale justifiant son annulation, il y a lieu de rejeter l'exception irrelative. Donc, c'est l'arrêt qui a été rendu par la CREI le 25 mars 2015. C'est quoi la CREI? C'est la Cour de répression de l'enrichissement illicite qui a été créée par la loi 81-54 du 10 juillet 1981. Et dans l'exposé des motifs, il a été stipulé, afin de compléter le projet de loi relatif à la répression de l'enrichissement illicite, qui est par ailleurs soumis à l'Assemblée nationale, le présent projet de loi prévoit, dans un souci d'efficacité, la création d'un instrument spécial de recherche et de répression de ce nouveau délit. Cette nouvelle juridiction, qui montre le souci constant des pouvoirs publics d'assurer toujours plus de justice sociale, est composée d'un président et de 4 assesseurs. Elle comprend en outre un procureur spécial, une commission d'instruction et un greffe. Ça, c'était le premier verrou qui a été la loi de 1981. Mais malheureusement, qui n'a jamais eu un dans Macky Sall, que cette course a été activée. Et un second verrou a été constitué avec l'OFNAC par la loi 2012-30 du 28 novembre 2012 portant création de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Et dans l'exposé des motifs, il a été également stipulé: la corruption est l'une des plus graves entraves au développement économique et social. Elle constitue en effet un frein à la croissance économique en même temps qu'elle décourage l'investissement privé, surtout étranger, réduit les ressources disponibles pour le développement et menace les fondements de l'état de droit. C'est pourquoi d'ailleurs le Sénégal a érigé la bonne gouvernance et la transparence en principe à valeur constitutionnelle. Il a en outre le 31 décembre 2003 et entré en vigueur le 14 décembre 2005, ainsi que la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée à Maputo le 11 juillet 2003 et ratifiée le 15 février 2007. Par ailleurs, le Sénégal est signataire du protocole de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, adopté à Dakar le 21 décembre 2001. Ces instruments font tous obligation aux États parties d'instituer des organes de lutte contre la corruption. Dans ce cadre, le Sénégal avait mis en place, depuis 2003, une commission nationale de lutte contre la non-transparence, la corruption et la conclusion, CNLCC. Toutefois, force est de reconnaître que cette commission n'a pas répondu aux attentes, faute de pouvoir lui permettant d'accomplir pleinement sa mission. Le gouvernement, ayant inscrit son action dans une gouvernance vertueuse, a décidé d'instituer une autorité administrative indépendante dénommée Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, disposant des pouvoirs d'autosaisine, d'investigation et de saisine de la justice. L'OFNAC peut donner des avis aux autorités administratives.
Cet arrêt de la Cour de répression de l'enrichissement illicite était pour nous introduire dans la bonne gouvernance, qui est une nécessité pour tous les États, pour réduire la pauvreté, pour assurer les bases d'un développement. Cette bonne gouvernance a un soubassement, c'est la bonne gouvernance financière. Ça veut dire la gestion des finances publiques comme élément de la bonne gouvernance financière. En anglais, c'est le Public Financial Management, PFM. L'expression donc, en français, gestion des finances publiques, GFP, sert depuis quelques années de cadre à un débat animé sur les capacités et la réforme des finances publiques dans les pays en développement. L'importance de la GFP découle du rôle central que jouent les finances publiques dans un État démocratique désireux de se développer. Une politique budgétaire axée sur des objectifs et une gestion budgétaire transparente sont à la base de prestations publiques visant à réduire la pauvreté et à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement OMD dans les pays en développement. Pour ce qui est du contrôle des finances publiques, il compte parmi les tâches clés des parlements. La transparence des finances publiques, de même que la participation de la population. Le fonctionnement, c'est un système fondé sur l'obligation des autorités de rendre compte de leurs actions. À ce titre, des systèmes de GFP transparents et participatifs contribuent à faire respecter les droits humains au sens d'autonomisation. Ils permettent en effet aux citoyens d'influencer et d'adapter les milieux et les institutions politiques afin que ceux-ci servent leurs intérêts, de revendiquer leurs droits et de se faire entendre près des élites dites politiques. Puisque les divers éléments et sous-systèmes abordés dans le débat sur la gestion des finances publiques ont une portée considérable, on tend désormais à parler plus largement de bonne gouvernance financière. On applique alors les principes de la bonne gouvernance au secteur des finances publiques. Sur la base de ces principes, il y a la légitimité. Elle désigne la légitimation démocratique des décisions de politique financière. Elle englobe également une participation appropriée, équilibrée et non discriminatoire de la population à l'instar de l'égalité entre hommes et femmes. Obligation de rendre compte. Ce principe comprend la responsabilité et l'obligation des instances étatiques de rendre compte aux citoyens de leurs actes et passe par la transparence des activités de l'État, l'efficacité et l'efficience de l'administration des finances publiques dépend en effet de la possibilité dont bénéficie et use la société et ses citoyens de demander des comptes à l'État. L'égalité. Ce principe oblige la politique et l'administration financière publique à respecter un cadre légal valable, équitable et impartial. Obligation de l'administration de respecter le droit. L'égalité des finances publiques garantit principalement la prévisibilité et leur contrôle en toute fiabilité. L'efficacité. Ce principe décrit la volonté et la capacité des organes et institutions publiques d'accomplir leurs tâches. L'amélioration de l'efficacité dans le cadre de la bonne gouvernance financière passe avant tout par le renforcement des capacités des institutions publiques à gérer les ressources publiques. L'action de l'État axée sur le développement, c'est un